Salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes, qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombon, notable que je suis. Porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vais m'adresser à la jeunesse camerounaise. Je voulais au départ m'adresser seulement à cette jeunesse-là qui vit sur place au Cameroun et qui n'a jamais eu la chance de sortir du pays. C'est-à-dire qu'on est né dans la boue, on a grandi dans la boue, on ne connaît que cette boue-là. Un esclave qui est né en captivité, dans une zone où on pratique l'esclavage, qui n'a connu que l'esclavage, ne peut pas revendiquer sa liberté puisqu'il ne sait pas ce que c'est. Il est né, il a grandi dans ça. Pour lui, il peut même normaliser, il peut même considérer cela comme étant quelque chose de normal parce que il n'a pas connu mieux. Or, dans le même temps, si tu prends quelqu'un qui est né en liberté, qui a grandi en liberté, et qui, au bout d'un moment, se trouve pris en captivité. Si celui-là, tu le mets en esclavage, il va se rebeller. Mais il va se rebeller pourquoi? Il va se rebeller parce qu'il savait c'était quoi la liberté. Il savait c'était quoi se lever le matin. Il savait c'est quoi se lever le matin, vaquer à ses occupations, aller boire une bière, s'amuser. Il savait ce que c'était. Et du jour au lendemain, il savait que bon, il a ses gars et tout. Il fait ses enfants, il les éduque, il a son commerce, il lance ses business, des choses comme ça. Il savait ce que ça signifie. Vous comprenez? Et donc, quand vous prenez quelqu'un comme ça du jour au lendemain, vous le mettez en captivité, vous le mettez en esclavage. Mais celui-là, il y a 99% de chances qu'il se rebelle. Il va se rebeller pourquoi? Parce qu'il a connu mieux que ça. Il va se rebeller parce qu'il a connu des conditions de vie meilleures. Contrairement à quelqu'un qui est né dans le Ouattaraout, qui a grandi dans le Ouattaraout et qui ne sait pas ce que c'est. Ça me semble logique, ça me semble normal. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a l'arrivée de la nouvelle technologie. À partir du Cameroun, le monde entier est connecté. Donc, à partir du Cameroun, avec les réseaux sociaux, c'est pour ça que cette jeunesse-là souvent fait le mauvais choix. Nous produisons depuis beaucoup d'années sur les réseaux sociaux des contenus de qualité, de grande qualité même. Ce sont des contenus intrinsèquement, voilà, qui sont très intéressants. Des contenus qui contribuent, n'est-ce pas, à la conscientisation, à la construction de cette conscience historique-là. Parce que c'est un ciment, c'est quelque chose de très important pour un peuple. Vous voyez? Mais il y a des gens qui sont nés au Cameroun, qui ont grandi au Cameroun. Certes, je disais, il y a la technologie, c'est-à-dire qu'à partir de ton téléphone, tu peux voir ce qui se passe ailleurs. Tu peux voir comme au Brésil, c'est beau. Tu peux voir comme en Angola, restons en Afrique. Tu peux voir comme au Botswana, en Angola, je ne sais pas, au Kenya. Tu peux voir comment en Éthiopie, les choses sont en train d'évoluer. Les 50 dernières années, les 50 derniers, s'ils ont fait un bond vers le futur, ils se sont beaucoup améliorés. Mais quand tu es un jeune, tu es au Cameroun, tu as tes mégas, tu peux suivre les racailles des réseaux sociaux, tu ne fais pas le choix des bons contenus qui vont te faire grandir. Tu peux t'asseoir dans les directs des gens qui disent tous les jours, je l'ai dit que je l'ai dit de venir, elle ne veut pas, je l'ai dit que je l'ai dit que... Quand tu t'assois dans des directs des idiots comme ça, il n'y a que ça que tu connais.
Au point où si on te sort de ce milieu-là, on te met dans les directs. Des gars qui font des vrais directs, constructifs, intelligents, riches en culture, tu vas te perdre. C'est normal que tu te perdes parce que tu n'as pas voulu connaître mieux. Tu ne peux pas me dire que c'est parce que tu n'avais pas de connexion Internet. Oui, tu avais la bonne connexion Internet, mais tu as fait le choix des mauvais contenus. Tu as fait le choix des contenus qui n'ont aucun sens. Donc, cette jeunesse-là qui est née, qui a grandi au Cameroun, on a grandi à Bonakoua, Madiba, des quartiers compliqués, où les gens accrochent. Ils accrochent leur lit, n'est-ce pas, sur des cordes. Quand il commence à pleuvoir un peu trop là dans des quartiers de Bonatoko, Bonamadiba et tout, ils essayent de prendre cette corde-là, ils remontent ça, ils tirent ça comme ça pour que le matelas et tout ça ne soit pas mouillé. Ils sont nés, ils ont grandi dans ça, ils n'ont connu que ça. Un pays où, quand tu vois la police, au lieu d'être en confiance, parce que la police devrait plutôt rassurer les gens. Quand tu vois un militaire, un gendarme, un policier, un homme en tenue, c'est quelqu'un qui devrait plutôt te rassurer. Tu devrais même courir vers lui. Parce que tu te dis, ah mais s'il est là, c'est pour ma sécurité. Il est formé pour ça, il est payé pour ça. Mais tout au contraire, qu'est-ce qu'on remarque au Cameroun? Ce sont ces gens-là qui terrorisent les populations. Au bout d'un moment, ils grandissent en se disant, mais ok, ceux-ci-là, ils n'ont fait que terroriser le peuple. On est obligé de s'aligner à leurs volontés, qui sont des volontés qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas justes. Mais on est obligé de s'adapter. Vous voyez? Je me plains beaucoup plus de ceux-là qui sont des Camerounais, qui ont eu la chance de naître dans ces milieux-là, dans ces conditions, et qui ont grandi, qui ont eu la chance d'aller à l'étranger, de voir comment les choses se passent ailleurs, et qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en train de dire aux Camerounais que le pays est beau. Vous comprenez? Voilà le véritable piège. Est-ce que vous comprenez pourquoi ceux qui se plaignent le plus, ceux qui ont beaucoup plus de rage contre le gouvernement en place, c'est ceux qui vivent en diaspora? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous nous plaignons plus que les autres? Moi, je suis né dans mon Djombe natal et tout, où tu grandis, tu te dis, bon, ce que tu subis là, peut-être, c'est même normal que par moment que tu aies faim, c'est normal que tu n'aies pas des toilettes dans ton école, c'est normal que tu grandisses dans un environnement où, quand on te dit que je vais t'amener en bas, I will lock you, quelqu'un te sicia comme ça au quartier. Tu as raison, hein? C'est pour ta chose, c'est ta chose, tu as bien raison. Mais quelqu'un te coupe le sicia. Il suffit d'aller voir un policier dans 5000. Et que le petit la ferme le même pour 2 jours. Il faut l'enfermer même 2-3 jours, comme ça il va me respecter au quartier. C'est une violation de ton droit. Celui-là qui est Camerounais, qui est né, qui a grandi dans ça et qui se retrouve ici, il sait que ce n'est pas normal. Il sait que ici, tu ne peux pas te permettre en France d'aller dire à un policier, bon tiens, je te passe un petit 100 €. Il y a un petit au quartier là qui m'embête, garde-le. Celui-là, le même jour, il perd son grade, il perd son boulot, il perd sa carte professionnelle, il finit en prison. Le pays, c'est comme ça parce que les gens se sont sacrifiés pour le construire. Vous comprenez? Et ce sont ces mêmes gens, quand ils sont ici, ils crient à la justice, ils sont contents. Je vais dire, ils sont contents, ils célèbrent cette justice-là. C'est les mêmes qui sont ici, ils sont contents de dire, j'ai la nationalité française. C'est les mêmes qui vous disent que mes enfants sont français. Et quand on rappelle à son enfant que il est français de papier, mais il n'est pas français vraiment blanc, il n'est pas français. Ouh, c'est la catastrophe. Ce sont eux qui se plaignent, c'est du racisme, c'est du ceci, c'est de cela. Mais les mêmes gens ne s'empêchent pas de dire que le Kamtola, le Bamileke là ne sera jamais président au Cameroun. Ils peuvent se plaindre en France du racisme, mais au Cameroun, ce sont eux les principaux tribalistes. Vous comprenez ça? Comment tu es né dans ces conditions? Tu as grandi dans ces conditions-là. Tu as eu la chance d'arriver en France, en Angleterre, aux États-Unis, je ne sais pas où tu vois comment il y a quand même un semblant de justice. Comparé à ce que tu vis dans ton pays est un no man's land. Ton pays est un enfer. Tu comprends? Tu as la chance de vivre une telle chose et tu ne veux pas que cette chose-là existe dans ton pays. Pourquoi? Parce que
Tu veux te servir de cela pour mettre tes frères en difficulté. Quand vous voyez les Camerounais s'insulter sur les réseaux sociaux, ceux qui vivent notamment en Europe, qu'est-ce qu'ils disent? Je te donne rendez-vous au Cameroun. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous voyez ce que ça signifie? En tout cas, on va se prendre au pays. Il suffit d'un coup de fil. Vous voyez, récemment, il y a eu des clashs sur la toile. Vous voyez le clash entre... Je vais prendre un exemple très simple. Le clash entre le président Amot et Ahmed Kamer. Ils vivent en France. Hein. Vous comprenez? C'est le même Ahmed Kamer qui vit en France, qui a sorti une machette pour dire qu'on allait boire avec tous les Bamileke. C'est le même d'ailleurs qui dit que non, un Bamileke ne doit pas être président. C'est soit Cabral, soit c'est Eto, son frère du village et autres. Mais quand c'est les autres, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour revenir à Amot et Ahmed Kamer, moi j'ai lu un post de Amot qui disait « Tu n'es qu'un petit fainéant, tu ne vaux rien au Cameroun, c'est nous qui avons le pays, c'est nous qui avons la parole au Cameroun. » La preuve au Cameroun, quand tu y étais, à chaque fois que j'appelais, c'est pour ça que tu te retrouvais en cellule. Je ne sais pas si les gens remarquent ce que ça signifie. Ils vivent en Europe. Ici, ils revendiquent tout. Ils réclament tous leurs droits ici. Quand on dit à leurs enfants qui ne sont pas français, ils se fâchent. Quand on ne donne pas un titre de séjour, ils se plaignent. Il lui dit bien par écrit, quand j'appelais, il suffisait d'un seul coup de fil. On t'enfermait. On t'enfermait pourquoi? Parce que le pays est entre nos mains. Les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point, mais c'est d'une extrême gravité. On veut alors quel pays? Quel genre de pays, quel pays voulons-nous? On veut un pays de justice et c'est comme ça qu'on se comporte. Donc il suffit au Cameroun d'appeler, et c'est pour ça d'ailleurs, quand tu vois, on dit que quelqu'un a le permis camerounais, tu arrives en France, on te dit, monsieur, tu ne peux pas conduire avec ce permis-là. Parce que tu prends ce permis, tu vas aller tuer les gens en route. Les Français ont peur quand ils entendent Cameroun, ils se disent, oh, le pays de la corruption. Le pays des gens prétentieux, le pays des vendus et tout ce qui va avec. Il y a d'autres pays africains, notamment à la Côte d'Ivoire. Tu peux encore avoir un permis ivoirien, tu viens en France, tu conduis avec. Pour un temps, en attendant que tu fasses un permis français. Parce qu'il y avait des images ici, dans les années encore, il y a encore quelques années, on montrait des images ici très claires. Des Camerounais qu'on a arrêtés sur l'autoroute. Ils roulent à 170 sur une route de 130. Et quand la police l'arrête, et il y avait des vidéos, des caméras cachées, on les filmait, ils ne savaient pas. Dis donc, fichez-nous le camp, vous êtes même les qui? Vous arrêtez les gens n'importe comment. On dit, mais monsieur, vous roulez à 170 sur une route qui est autorisée à 130 maximum. Vous roulez à 170, on vous arrête et vous engueulez, vous insultez les policiers. Ce qu'il ne peut pas faire au Cameroun. Hein. Il sait que s'il insulte un policier au Cameroun, ça va très mal se terminer. Et les mêmes gens, dans la vidéo, disaient quoi? De toute façon, nous, on s'en fout, dis donc. Nous, on va seulement passer un seul coup de fil, ça suffit. Dès que nous, on va passer un coup de fil au Cameroun, on va nous fabriquer notre permis, on va envoyer. Vous savez comment les enquêteurs ici se comportent? Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent le maximum de preuves. Le jour où ils disent au gouvernement camerounais, voilà les témoignages de vos propres concitoyens qui disent au Cameroun, on fabrique les permis, on n'est même jamais présent sur les livres d'examen. On transfère les permis en Europe et les gens conduisent avec n'importe comment. Vous apprenez un matin, c'est fini. Les affaires de permis au Cameroun, si tu as le permis camerounais, tu arrives ici, tu n'as plus le droit de conduire avec ça. Tu es obligé de passer un permis français ici pour conduire. Donc, prenons l'exemple sur les Camerounais eux-mêmes qui vivent en Occident. C'est-à-dire qu'ils ont eu la chance de vivre dans un environnement où on sait c'est quoi respecter le droit de ses voisins. La police ne peut pas débarquer chez toi à des heures indues. On respecte les voisins, on respecte ses camarades, on respecte les droits de tous les citoyens. On se retrouve dans un environnement où on ne peut pas, si le matin on est victime de quoi que ce soit, on dit « Ah, vous voyez ce qu'il m'a fait », on peut même aller porter plainte et suivre le dossier. Ou si tu as raison, ici tu es devant un Français, qu'il soit français de souche ou pas, si tu as raison, la justice te donnera raison. Les mêmes, ils apprennent que tel est allé au Cameroun, ils passent un coup de fil qu'on l'arrête à l'aéroport. On enferme et il est content.
Fleur de Lys a connu ce problème-là à un moment ici. Où elle allait au pays, les gens la menaçaient. Puisqu'elle criait à l'aéroport, elle pleurait. Donc à cause de nos rancunes qu'on a en Europe, on milite pour que le système injuste qui est au Cameroun perdure le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'on veut s'en servir pour régler les comptes. Voilà comment ces nègres la pensent. Voilà. Et vous voulez qu'on nous respecte, qu'on nous prenne au sérieux. Personne ne peut nous prendre au sérieux. Personne. Personne. Vous imaginez? Voilà comment ça se passe. Donc, ceux du Cameroun sont nés, ils ont grandi dans ça. Quand vous regardez les pays qui sont sortis de hier, là, vous avez l'Éthiopie, vous avez des pays comme l'Éthiopie. Regardez l'Éthiopie de l'époque, l'Éthiopie actuelle, ça n'a strictement rien à voir. Vous voyez une magnifique ville comme Addis Abeba. Vous regardez, et il n'y a pas qu'à Addis Abeba. Parce que quand on parle de Côte d'Ivoire, par exemple, les gens parlent beaucoup d'Abidjan. Prenons un exemple, il n'y a pas qu'à Abidjan, il y a des très belles villes en Côte d'Ivoire, il y a Yamoussoukro, il y a San Pedro. Vous avez d'autres villes. Hein. Vous avez des très belles villes qui sont très bien construites et tout. Vous avez au Cameroun le Ouattara partout. La poubelle ces derniers temps, on a même fait le challenge. Et il y a des gens qui sont venus donner des leçons aux Camerounais en leur disant « Votre challenge ne sert à rien. Ça aurait été plutôt mieux de nettoyer toutes ces poubelles-là et faire des photos avant et après. » J'ai dit « Mais ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi c'est le citoyen camerounais qui doit venir nettoyer les poubelles alors qu'il y a un budget pour ces poubelles? » Au lieu de demander, mais où est passé le budget? Les Camerounais qui sont les bien-pensants, hein, c'est des grands donneurs de leçons qui connaissent tout et qui veulent vous montrer. D'ailleurs, certains qui le disent, d'ailleurs, celui-même qui a dit ça, il est ici en Occident. Il disait, voilà, les Camerounais dans leur bêtise, ils sont en train de se filmer. Non, quand on se filme auprès de ces poubelles, c'est pour passer un message au gouvernement. C'est pour dire aux dirigeants, faites votre travail. Vous comprenez? Mais il y a un donneur de leçons qui vient dire que ça ne sert à rien parce qu'on salit l'image du pays. Mais si ces dirigeants-là tenaient compte de l'image du pays, ils auraient fait en sorte qu'il y ait des machines, des camions et tout ça qui récupèrent ces poubelles-là, qui collectent ces ordures ménagères-là tous les jours. Et pour les traiter, les transformer même quelque part en faire des engrais et tout ce qui va avec. Encore qu'au Cameroun, on a cette chance-là que les gens consomment beaucoup des maniocs, des bananes et toutes ces choses-là. Et donc les produits, les déchets peuvent servir à fabriquer des engrais. Les engrais, pardon. Contrairement à tout ce qui est matière plastique, souvent tu peux voir une poubelle ici. Dans les poubelles, il y a parfois beaucoup de matière plastique, des choses comme ça. Bien qu'il y ait aussi de la nourriture, des choses comme ça. Parce que les gens jettent beaucoup la nourriture en Europe. Beaucoup. Beaucoup. Un Parisien en moyenne jette 400 €. 400 € de nourriture à la poubelle chaque année. C'est pratique. 400 à 500 € pour des familles parisiennes. 400. Ailleurs, c'est même peut-être plus. Vous voyez? Donc, le donneur de leçons vient dire que non, vous salissez l'image du pays. Non. Pourquoi on doit nettoyer? L'argent est allé où? Qui ignore que ce qui se passe à Yaoundé actuellement, c'est un duel entre le maire de la ville de Yaoundé et le premier ministre Dion Ngouté. Dion Ngouté est un farfelu, est un plaisantin qu'on a pris, on a déposé comme ça, on a dit premier ministre. Il est premier ministre, mais en réalité, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut donner les ordres à personne. Il ne peut commander personne dans ce pays. Quand il convoque d'ailleurs des réunions ministérielles et tout le reste, personne ne vient. Il ne peut pas déplacer Laurent Isso. Dion Ngouté ne peut pas déplacer ministre des Finances, Betty Assomo. Il ne peut pas déplacer les Betty Assomo comme ça. Tous ces gens-là, non, 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 c'est pas possible. Les gars te disent qu'ils ne viennent pas. Qui est Dion Ngouté pour convoquer une réunion ministérielle, un conseil ministériel? Vous voyez? Le super maire de Yaoundé a dit que non, c'est un problème de budget, on n'a pas d'argent. Le premier ministre, depuis février, a ordonné que la semaine qui va suivre, toute la ville de Yaoundé sera propre. Oh, on prétexte qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un duel. Une façon de dire à Dion Ngouté que tu n'es rien. Tu n'es qu'un anglophone, retourne chez toi là-bas dans les zones anglophones là.
Ici à Yaoundé, c'est nous qui commandons. La terre ici nous appartient. Et vous connaissez le rôle joué par les super-maires, qu'on appelle les délégués du gouvernement, nommés par le gouvernement. Pourquoi? Parce que il y a un objectif derrière tout ça. Il faut casser les Bamileke. Voilà la vérité. Pour ceux qui ne comprennent pas le jeu qui se joue derrière, ces gars sont nommés dans le simple but de casser les Bamileke ou bien les populations qui peuvent être nombreuses dans certaines villes. Ou par exemple ceux qui sont autochtones. Permettez-moi le mot, hein. Autochtones, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est bien écrit dans la constitution du Cameroun, il y a des autochtones, il y a des allogènes. Donc si vous venez dans une ville comme Yaoundé, il y a beaucoup de Bamileke à Yaoundé. Et donc s'il faut aller en tenant compte du vote, one man, one vote, les Yaoundé, comme on dit dans leur propre village, vont perdre les élections face aux Bamileke qui sont très nombreux. Alors les Bamileke voteront leur frère du village qui deviendra maire, député, partout. Ils seront les élus de la ville. Bon, comme maintenant ils ne peuvent pas chasser les populations, ils ne peuvent pas casser les Bamileke, on se dit ok, ils seront quand même nommés, ils seront quand même élus par les frères du village. Ils vont devenir députés, maires. Mais comment on fait pour les casser? Parce qu'il ne faut pas que ce sont eux qui prennent les décisions. Qu'est-ce qu'on fait? On crée maintenant un poste du gouvernement. On appelle ça délégué du gouvernement. Le délégué est nommé. Et il faut que le délégué soit toujours celui-là qui soit toujours un autochtone. Et c'est comme ça que vous voyez dans Yaoundé, vous voyez à Douala, vous voyez un peu partout. C'est les autochtones qu'on prend pour mettre, comme les Fils Ntonin à Douala, c'est le même problème. Il y a des millions de Bamileke à Douala. Et ils se demandent comment faire pour casser les Bamileke. J'explique ça pour que les Bamileke en tomate sans caleçon là, qu'ils comprennent ce qui se passe derrière. Donc si tu t'appelles Njong Fang ou je ne sais pas quoi, Kameni, tu crois qu'à Douala tu vas décider. Tu peux prendre une décision. Celui qui doit valider ta décision au-dessus là-bas s'appelle Fils Ntonin. Et parce qu'ils te disent, ils ont leur prétexte, c'est que c'est leur village, les Bamileke, vous êtes les allogènes. Et vous ne pouvez pas décider ici. Or, lui il est nommé par le gouvernement. Et toi, député ou maire ou conseiller, tu es élu. C'est pour ça que Elimbi Lobe ne parle jamais de ça, du délégué du gouvernement. C'est pour ça qu'à Yaoundé, quand vous voyez, il décide que bon, aujourd'hui, on va utiliser l'esplanade de la grande mairie de Yaoundé pour faire la réunion de la rencontre des enfants écans. Donc on utilise un espace public pour un événement communautaire, voire même communautariste. Personne ne dit rien parce que ce sont eux qui décident. Le délégué du gouvernement est de là. Tous ces gens-là, ce sont eux qui décident. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe derrière? C'est des postes qui ont été créés et c'est fait exprès pour casser la présence Bamileke et faire en sorte qu'ils ne prennent pas, qu'ils ne soient pas assis, n'est-ce pas, à la table des décisions. C'est comme ça que ça se passe. Les naïfs Bamileke, quand ils regardent, ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière. Voilà comment expliquer très simplement pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe derrière. Or, si tu utilises le même espace pour faire un truc, par exemple, réunion de l'ACAM de Bamileke, tout le monde va te sortir, on va tomber derrière toi. Merde, tu t'es pris pour qui? Voilà les Bamileke qui veulent déjà prendre Yaoundé en otage. Ils ont fini de salir des villes. Ils ont fini de ramener des maladies à Yaoundé, l'insécurité partout. Voilà les Bamileke maintenant qui veulent prendre notre mairie. C'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Vous avez vu récemment, aux États-Unis, la CRTV, qui vit de l'argent du contribuable camerounais, et donc qui est censé assister toutes les communautés du Cameroun. Depuis des années qu'il y a les réunions du BINAM, du LACAM, je ne sais pas quelle organisation anglo-bami ou bien Grassfield en général, ils ne sont jamais venus couvrir l'événement en tant que CRTV. Ces communautés-là se débrouillent avec leurs propres médias. Mais récemment, pour la rencontre des écans aux USA, ils ont déplacé la CRTV qui est venue couvrir l'événement. Je ne sais pas si les gens mesurent ce que ça signifie. La CRTV prend l'argent de nos impôts pour aller couvrir un événement communautariste. Personne ne doit rien dire.
Et les Bamileke qui sont dans le positionnement, et comme c'est un peuple ultra matérialiste, qui ne cherche que l'argent, 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 dans toutes les situations, au lieu de dire, il n'y a pas de souci, ouvrez l'événement des écrans. Mais nous aussi, on a notre LACAM, on a notre All Bamileke Convention. Venez couvrir l'événement. Non, 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 le Bamileke ne va pas entrer dans ce genre de revendication. Hein. Lui, il est allé à la réunion des écrans là, à l'assemblée des écrans des USA. Ils ont acheté des billets. Beaucoup ont commencé à appeler pour négocier. Oui, tu sais que le jour là, je vais venir avec la marchandise. Il faut que je propose la marchandise. La marchandise, ce jour-là, vraiment, si on a des clients. Donc, ils commencent à proposer les boissons, la nourriture, des choses. Hein, tu sais que j'ai ma boutique, viens prendre les produits chez moi. Puisque le jour là, on va préparer, on va recevoir les gens. Je veux un comptoir. Voilà. Voilà là où le Bamileke, parce que dans sa tête, il se dit, qu'est-ce que j'y gagne? Le Bamileke pense comme ça, c'est un homme d'argent. Ce n'est pas un homme d'affaires. Le Bamileke, c'est un homme d'argent. Lui, il ne vit que pour l'argent. C'est la malédiction qu'il y a chez ce peuple-là. Lui, il va dans ça chercher son intérêt, au lieu de se battre pour que la même CRTV vienne couvrir l'événement l'année qui suit, ou les mois qui suivent. Parce qu'il y a plusieurs événements là-bas. Non, 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 ils ne vont pas se battre pour ça. Vous voyez? Donc, je reviens au sujet du jour. Pour faire comprendre que le problème, c'est nous-mêmes avec notre mentalité. Avec cette mentalité-là, on ne peut pas s'en sortir. Tu vis ici, tu as l'occasion de vivre au quotidien, tu roules sur des routes qui sont propres. Moi, quand je travaille, on collecte, on prélève mes impôts, je n'ai pas à me plaindre. Je sais que je vis dans un pays où, pardon, si je suis malade, je me soigne dignement, je n'ai pas besoin de faire une vidéo pour pleurer. Oh, mes frères camerounais, à l'aide, excusez-moi, vraiment, je suis malade, priez pour moi, cotisez. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis content de vivre dans ce système, de travailler dans un pays comme la France. Je veux que le système social d'ici soit aussi installé chez moi au Cameroun. Je ne veux plus voir une femme d'aller à l'hôpital parce qu'elle partait donner la vie. On est arrivé, on a dit, bon, il faut qu'elle dépose une caution pour la césarienne. Ce n'est pas normal. Dans aucun pays du monde, ça se passe ainsi. Au Cameroun, c'est normal. Si elle avait 3 enfants, malheur pour elle, on va même dire que mais elle cherchait le 4e pour aller où avec? C'est vous qui contrôlez le ventre des femmes? C'est vous qui contrôlez le planning familial des gens? On n'est pas sensible à la douleur de cette femme qui est peut-être daï. On n'est pas sensible au bébé qui peut-être ne va pas survivre. Ou peut-être qui est même déjà daï. Les gens accusent en disant, elle partait d'abord où? Elle avait déjà 5 enfants. Elle cherchait le 6e pour faire quoi avec? Et 80% de cette parole méchante vient des femmes elles-mêmes, qui demain vont aller aussi accoucher. Votre pays là, un moment, partez même avec. Les choses des Camerounais, non. Ce que j'ai dans mon cœur par rapport à ce pays là, partez avec. Moi, je vis ma vie ici là. Racontez comment ils disent comment les panafricanistes. Ce pays-là est plein de méchanceté, les Camerounais. Méchants, ces gens-là. Non, 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 je n'ai pas encore vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu autant de méchanceté que dans la communauté camerounaise. Tant de méchanceté. Non, non, non. Donc, quand je suis arrivé en France en 2014, venant du Maghreb, j'avais eu déjà un accident là-bas. Quand je suis arrivé en France, j'ai monté un simple dossier. J'ai obtenu ce qu'on appelle l'AME, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État m'a permis de me soigner. L'aide médicale d'État me permettait de payer mon Navigo pour 1 mois. Je prends tous les transports en commun confondus pendant 1 mois. Je payais 17,50 €. Il y a une folle là qu'on appelle, c'est avant que la folle là ne vienne changer ça. Elle est la patronne de l'Île-de-France là, la sorcière là, elle s'appelle comment là? Ce n'est pas Anne Hidalgo qui est maire de Paris. Il y a une dame là, la sorcière là, c'est elle qui était venue changer ça. Je ne sais pas qui a son nom là. C'est la sorcière là qui est venue dire que oui, on fait des trucs aux étrangers. Moi j'ai bénéficié, j'avais cette carte là. Moi j'allais, je me soignais avec. J'ai été réopéré
du canal carpien de mon opération du Maroc, on a repris ça ici. À l'hôpital de l'Ouest parisien, à Trappes ici. J'ai été opéré à Trappes par un jeune médecin performant. J'étais avant ça à l'hôpital Georges Pompidou. Voilà. J'étais à l'hôpital Georges Pompidou. C'est le tout premier hôpital dans le monde où ils ont fait la première greffe. Greffe, je ne sais pas si c'est du cœur ou du foie, quelque chose comme ça. On parle comme ça des grands hôpitaux. C'est comme la Pitié-Salpêtrière, c'est comme Val-de-Grâce, c'est des grands hôpitaux de référence. Pas les conneries que votre ministre de la Santé pas d'hôpitaux de référence. Pourtant, eux-mêmes, là, c'est ici qu'ils viennent se soigner. Mais pourtant, je suis sans papier. Je suis migrant. Je viens d'arriver, mais regardez comment le système d'ici m'accueille. Regardez comment le système m'accueille. On ne m'a pas laissé mourir. On n'a pas tenu compte de ma nationalité. Il suffisait d'avoir cette carte-là. Et cette carte-là, elle est gratuite. Ça te permet de te soigner. Si tu veux en manger, tu vas dans des endroits où tu prends la nourriture gratuitement. Mais après ça, j'ai bénéficié de cela. Je n'ai pas donné 1 euro. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui cotisent. Aujourd'hui, je travaille. Je suis entré dans le monde de l'emploi depuis 2017 et je n'ai jamais arrêté de travailler. Mais tout ce qu'on prélève dans mon salaire, on remet dans le même compte-là qui permet de s'occuper de ceux qui viennent aussi d'arriver dans des conditions difficiles. Mais qui ne doit pas être fier d'une telle chose. Je suis content quand je me lève ici, je m'en vais travailler. Il y a une journée là, on dit c'est la journée des retraités. Tu travailles 7 heures de plus, un truc comme ça. Journée quoi là pour les retraités? Mais ces retraités là, ce sont eux qui ont construit la France. Ce sont eux qui ont construit ce pays. On doit les respecter pour ce qu'ils ont pu apporter. Nous-mêmes là, on est en train de travailler. Demain, on sera à la retraite. Il va falloir des jeunes pour travailler, pour alimenter ce système de retraite-là. Vous avez des pays de sorciers. Quelqu'un travaille toute sa vie, 40 ans de service. Il a 70 000 francs de CFA à sa retraite. On met à la CNPS. Quelqu'un vient, il dit que non, les 70 000, on fait moitié-mois. Tu fais moitié-mois sur l'argent de quelqu'un, sur 40 ans de souffrance, et c'est normal. Tu donnes 35 000, il prend ses 35 000, il met en poche. D'autres même, tu viens, on a déjà vidé ton argent, on a donné à quelqu'un qui touche ta pension retraite à ta place. Partez avec votre pays là, man. Partez avec. Va, je suis plus dedans. Quand il voit les racailles, quelqu'un qui se lève le matin, ne sait même pas s'il va manger. Quelqu'un qui fuit les crédits de 1000 francs au quartier. Il a mangé au bénétariat ici, 300, il n'a pas payé. Il a bu une bière là-bas, il n'a pas payé, il a fui. Il a même une bière, mais il n'est même pas capable de boire une bière. Parce qu'une bière au Cameroun, c'est dans les 600 francs. Ou 500 francs, je crois. Donc, il ne peut même pas boire une bière au Cameroun. S'asseoir dans un bar comme ça, boire une bière. Lui, il boit le Kitoko qui est à 50 francs. Le Lion d'or à 100 francs ou un truc comme ça. Il vient s'asseoir quand il a 100 francs de connexion. Il parle d'Embenguiste. Tu as d'abord mangé. L'autre vient s'asseoir. Il parle de moi, un notable de mon rang, Mumbeso Mbingong. Il dit comment, on va voir comment tu vas encore rentrer ici au Cameroun. C'est quand tu as acheté la voiture en Europe. C'est quand tu roules là, ça c'est l'autoroute. On est sur la A15 là. Regardez comme c'est propre. Tu as une racaille qui n'a pas mangé au Cameroun qui me dit comment. On va voir comment tu vas encore revenir ici. Franchement, c'est ce pays-là, mais tu sais, les Camerounais avaient le mauvais cœur. Moi, il les regardais seulement. Aucun sentiment pour ces gens. C'est pour ça que vous voyez les mêmes sorciers. Ils pleurent au désert. Aidez-nous, on va mourir au désert, aidez-nous. Le même sorcier arrive ici, il supporte Paul Biya. Ah, non. Moi, les trucs des Camerounais, moi, je donne les mains. Même les pays les plus pauvres au monde font des choses. Regardez.
Regardez un pays comme le Maroc, ils ont du phosphate et quelques poissons dans la mer, ils ont le tourisme. C'est rien ça. On prend seulement le bois, toutes les essences qui sortent des forêts camerounaises. On peut développer tout le Cameroun avec. On laisse le pétrole et on laisse tout le reste. L'or, le diamant, tous les autres là, on laisse ça. Les richesses seulement précieuses qui sortent de nos forêts. On peut développer le Cameroun avec un souhait. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous comprenez ça? On développe tout le Cameroun avec. Regardez ce que devient le Maroc. Il dit bien le roi actuel est arrivé au pouvoir en 99, tout jeune, Mohamed VI. Il a pris un pays où il n'y avait pas grand chose. En 26 ans, il a transformé ce pays. Il a transformé le Maroc. Le Maroc aujourd'hui, attention, ce n'est plus un pays de transit. Parce qu'il y a quelques années, c'était un pays simple de transit. La plupart des subsahariens que tu voyais au Maghreb, c'est parce qu'ils avaient un seul rêve, aller en Occident. Leur seul rêve, c'était d'aller en Europe. Vous comprenez? Ils n'avaient qu'un seul rêve. Mais vous avez aujourd'hui un pays qui hier était un pays de transit, qui est devenu aujourd'hui une terre d'accueil pour plusieurs subsahariens. C'est-à-dire qu'ils vont là-bas s'installer, ils cherchent le travail comme tout le monde. Ils viennent s'installer pour chercher leur business. Pour travailler, fonder leur famille. Parce qu'il fait bon vivre là-bas. C'est un pays avec beaucoup de sécurité. C'est un pays où il y a quand même un peu de travail. C'est un pays où il y a à manger pour tout le monde. Tu peux être le plus pauvre de la terre au Maroc, tu ne vas pas mourir de faim. Jamais. Ils ont un système, l'un des systèmes de santé les plus puissants au monde. Je dis bien au monde et pas en Afrique, au monde. Les chefs d'État africains, d'ailleurs, beaucoup de gens, même ceux de la classe moyenne, beaucoup vont se soigner au Maroc. Ils ont des médecins les plus performants. Je dis bien les majors de leur promotion, beaucoup même dans les écoles ici en Europe. Ils sont installés au Maroc, ils vont travailler. Le roi les récupère rapidement. En dehors même de ceux qui sont formés sur place au Maroc. Je dis bien, quand vous lisez mon livre, il y a un chapitre vers la fin. Le 17 septembre 2013, date tristement inoubliable. Où ce jour-là, nous on allait à la déviation. À Casiago. Bon, les aventuriers appellent ça Casiago. Mais les Espagnols, ça s'appelle Castilleros. Castilleros. Et les Arabes, ils appellent la même ville la Finidak. Nous, on allait là-bas pour traverser. On était peut-être 1000 ou 1500, peut-être 2000 personnes, je ne sais même pas. On était tellement nombreux. On a marché de 22h, 22h30 par là. Dans les montagnes, on a contourné jusqu'à arriver vers 5h30, 6h au bord, à l'entrée de la guérite centrale. Voilà l'Espagne, voilà le côté marocain. Nous, on est allé frapper. Pum, Boza. Ceux qui sont entrés sont entrés. Ceux qui sont restés comme moi, les malchanceux. Et je peux encore dire que je suis chanceux parce que je suis en vie. Même si j'ai un handicap aujourd'hui à la main gauche, je suis quand même en vie. Il y a d'autres qui sont morts ce jour-là. Vous comprenez? Quand vous regardez, si j'étais au Cameroun, oh, vraiment, il fallait regarder les photos à la fin de mon livre. Et les photos là, ça représente à peine 20% de ce à quoi ma main-ci ressemblait ce jour-là. Plus de 1h30 au sol, à crier, à saigner, à crier, à saigner. Un moment, il a saigné jusqu'à un moment, ça ne coulait même plus. J'étais jeté au sol, on m'avait jeté avec des corps au sol. On était sûr que j'étais mort. Je me relève encore de là, tout le monde est surpris. Je crie partout, je demande le secours, il n'y a rien. J'arrive à l'hôpital, j'attends. On me met dans la queue. Je pars d'abord, on m'amène à l'hôpital premier hôpital le plus proche, l'hôpital de Finidak. On me ramène là-bas, sur la tête, le crâne ici, là où c'était fendu comme ça. On m'a fait 13 points de suture ici.
sans anesthésie. Donc j'étais couché comme ça. Je sens comment il y a un truc qui perce ma tête. Ça perce le cuir chevelu là partout, ça entre. Sans anesthésie. Avec un noir marocain, les plus méchants qu'il y a dans ce pays, le blanc Kassa. Plus méchant que eux, ça n'existe pas. Et celui qui m'avait fait ça, qui était en train de me suturer la tête là, c'est un noir marocain. Ils n'ont aucun sentiment envers les subsahariens. Donc quand ils te voient même, tu es son premier adversaire. Je préfère 1000 fois avoir affaire à un Marocain blanc que d'avoir affaire à un Marocain noir. Les gens là nous détestent à un point. C'est noir-arabe là. Il est convaincu dans sa tête qu'il est arabe et il doit détester son frère noir. Quand tu le ramènes un peu à son africanité, tu lui rappelles qu'il est africain, il peut même te tuer. C'est lui là qui me faisait ça. Il n'y a pas un seul mot d'encouragement. Il n'y a pas un seul mot doux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'opère sans sentiment. Il vient comme ça, il prend, il tchouk sur ta tête, il tchouk, il finit. Après, il pousse comme ça là. Je sens seulement comment on me pousse du truc. Sans anesthésie, sans rien. On me prend de l'hôpital de Finidec. On me ramène à l'hôpital de Midiak. C'est une autre ville à côté. Les Espagnols appellent ça Rincon. Ils appellent ça Rincon, mais les Marocains, ils appellent ça Midiak. C'est là où il y a l'hôpital Mohamed VI. C'est là-bas que je m'étais fait soigner. Quand j'arrive là-bas, je suis tombé sur un médecin orthopédiste, un chirurgien orthopédiste. Si c'était au Cameroun, c'est que je suis manchot aujourd'hui là. C'est quand si j'étais au Cameroun, c'est que je suis manchot aujourd'hui là. Le bras comme ça, les 4 premiers doigts là. Jusqu'à le seul qui tenait, c'était l'auriculaire. Ici, comme ça, qui tenait. Tout le reste là était quitté. C'était tombé. Donc, il n'y avait que ça comme ça qui soutenait encore. Dans ma tête, j'étais convaincu qu'on allait couper ma main. L'orthopédiste là a dit que cette main, je vais la sauver. Il avait une équipe autour de lui. Les kémés qu'il y avait dans l'hôpital, moi-même, je suis resté comme été dépassé. Mais jusque-là, je me suis dit que l'affaire, si ça ne va pas, comme on m'a mis l'anesthésie, vers 11 h comme ça qu'on a commencé à m'opérer. Je me suis réveillé le lendemain à 11 h, 24 h. 24 heures après. Ils ont pris la main là comme ça, là, point par point, point par point, point par point. Je vais retourner au Maroc et je vais repartir dans cet hôpital là. Point par point. Les tendons, les trucs, ils ont remis, ils ont fait l'opération. À un moment, le médecin, bon, il m'a expliqué plus tard que pour les besoins de l'opération, il ne pouvait pas faire autrement. C'est pour ça qu'avec ma main gauche, je ne peux pas tourner plus que ça. Je ne peux pas faire des pompes, par exemple. Quand les gens font des pompes, ils mettent la main au sol comme ça. Ils s'appuient dessus. Moi, avec la main gauche, je ne peux pas. Parce que la longueur du tendon qui était là avait été diminuée. Ils avaient sectionné pour permettre à la main, pour de récupérer la main. Les médecins qu'il y a dans ce pays, faites attention au Maroc, mon ami. Il a sauvé cette main-là. Il a dit, cette main-là, je ne vais pas la lâcher. Je me suis réveillé le lendemain, avec 11 h. Premier réflexe ce jour-là, c'était d'envoyer d'abord ma main pour vérifier s'ils n'ont pas coupé. Donc j'ai vérifié. Dès que j'ai touché mes doigts, j'ai crié victoire à l'hôpital. Je me rappelle encore ce jour-là comme si c'était hier. J'ai crié victoire à l'hôpital parce que je n'étais pas manchot. Ça, c'était ma plus grande crainte. L'enfant d'autrui a pris quoi? Qui je cherchais seulement la route pour entrer en Europe, gagner ma vie. Quand vous voyez ces migrants, ces sorciers beaux ailleurs, ils sont assis aujourd'hui en Europe, ils disent que Paul Biya, c'est la solution. Parce qu'ils ne veulent pas d'un Bamileke au pouvoir. Et même parmi ça, il y a des nains là, il y a des Bamileke eux-mêmes parmi. Vous avez un nain là qui avale les comprimés pour avoir de gros muscles comme ça. Il fait 1,20 m. Le nain là, vous l'appelez, c'est Titan noir quoi là. Je n'ai jamais vu un homme avec autant de défauts. Les coups, illettré, bête, tout ce qu'il y a de plus détestable. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il était là-bas à la déviation, il a pris son boza là-bas à Fakana. On était là-bas à l'époque ensemble. C'est vers Fakana là-bas qu'il a pris son boza. Il y a même sa vidéo là qui circule. Comment il a sauté ce jour-là, il a sauté la barrière, il était content d'entrer en Europe. Il est assis aujourd'hui là. Il est bègue même. Ça veut dire que tous les défauts d'un homme, bègue en plus. Paul Biya, c'est lui, le Bamileke là. Quand je les écoute, je dis mais la racaille. C'est que les réseaux sociaux, ça mélange tout le monde. Le beau, ça mélange tout le monde. Quand je vois quelqu'un de mon niveau, je me retrouve avec des racailles comme ça. Putain, c'est même pour ça que je m'ennuyais avec eux, même quand on était en forêt. Il y a des gens avec qui tu veux même déclencher une conversation, tu ne sais pas de quoi parler avec lui.
Il sait de quoi parler, non. Il va parler de quoi, non. Son palmarès, père, il était au cours, non. Il était un free boy. Oui. Le dernier matin, non, où on nous a choisi. Oui, on devait boler un gâteau, non, père. Il est vanish. Il a pris le dos là comme ça, non. Il est niam là, non. Il a récupéré sa moto. Il est tout ça le lendemain, non, père. Donc, il m'a donné mes sango, ma colo. J'ai choisi la route avec. Non, biso, combi. Combi, s'il est resté au cours, on allait boler avec moi. Ils ont une façon de parler au Cameroun maintenant. Ils parlent en ralenti. On a l'impression que tout le monde est drogué dans ce pays. C'est fou ça. Hein? C'est fou ça quand tu vois un pays en décrépitude comme ça. Les intellectuels, c'est des vendus. Ceux qui sont même allés à l'école qui pouvaient sauver les autres, eux-mêmes c'est des vendus. Qui va sauver l'autre dans ce pays? Qui? L'histoire est dans mon livre. Hein. Si c'était au Cameroun, les histoires du Cameroun là, excusez-moi. Si c'était les histoires du Cameroun là, maf, tu arrives dans un hôpital là-bas et il y a le chirurgien lui-même. Il est d'abord même comme docteur Boni dit là. Non, pas docteur Boni, professeur Boni. Parce que les gens simplifient trop le type là. On appelle les autres professeurs, quand c'est lui, on dit toujours que le docteur Ambrakata. Il est professeur en cardiologie en Europe, mon ami. Tu as des sites tellement sensibles que tu gères, il te faut une vraie formation pour nettoyer le sol. Vous savez combien de mois de formation on fait ici? Pour apprendre à nettoyer le sol, c'est 4 mois. Tu t'assois à l'école, on te dit qu'il y a tel, ici c'est le plancher. On ne mélange pas avec l'eau. Il y a tel produit. Il y a tel produit là, il faut mélanger avec tel autre pour nettoyer les murs. Pour nettoyer, même il dit que même pour le nettoyage, la première fois j'étais choqué. Quand je suis allé faire ma formation en sécurité incendie, c'était à l'AFPA. Je suis allé à l'AFPA, je m'assois, je regarde, je vois des gens avec les seaux, avec l'eau dedans, les serpillères, des choses comme ça. Je dis mais attendez, pour nettoyer le sol, vous avez besoin de venir à l'école, faire 4 mois de formation. Je suis allé demander à une maman qui était là-bas, elle me dit que mon fils, ce n'est pas comme tu penses, hein. Il faut aller demander au professeur, là, il va t'expliquer. Je suis allé voir le formateur là-bas. Il m'a ramené dans la salle. Comme je suis quelqu'un de curieux, il dit, je veux voir l'affaire là. Il me dit que non, regardez ici. Ça, on ne nettoie pas comme ça. Ça, il ne faut pas tel produit parce que tu vas abîmer le plancher. Il ne faut pas, on t'apprend tout ça juste pour nettoyer le sol. Donc, à plus forte raison, quand quelqu'un est cardiologue, si c'était les trucs du Cameroun, j'aurais dit, dis donc, on distribue les diplômes à tout le monde là-bas. Moi-même, je n'ai pas de diplôme. Mais il y a des gens là, je les fume. Ils ont les bas masters. Face à moi, je les fume en 30 secondes. Ils n'ont rien en termes de contenu intellectuel. Rien du tout. Ils n'ont pas de formation. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un est cardiologue, professeur Massa, il a obtenu ses diplômes où? Ici. Respectez ces gens-là. Il dit que simple formation en France, si tu vois comment, même le permis de conduire ici que tu vois. Si on te dit il y a 3 millions de personnes en France qui échouent le permis chaque année, tu ne vas pas croire. Rien n'est simple en France. Même le simple diplôme, tu as l'impression que c'est facile. Allez taper sur Google, voir les millions de Français qui fêtent le permis. Avant, je ne comprenais pas. Mais c'était fou ça. Je me dis, mais quelqu'un passe un permis, fait la fête, pourquoi? Je ne comprenais pas. Ben non. Les gens passent leur permis en France, ils font la fête. C'est l'un des diplômes les plus difficiles en France, le permis de conduire. Je dis le permis de conduire français, pas les trucs du quartier au Cameroun. On te met 2 morceaux de bois, tu fais un créneau entre 2 morceaux de bois, on te balance le permis, tu prends l'axe Yaoundé, tu peux livrer les gens. Je ne parle pas de ça, je parle du permis obtenu en France. Allez voir comment c'est exigeant. Il y a des gens dans ce pays qui ont des grosses voitures, qui ont tout ce que tu veux. Ils ont l'argent dans le compte pour acheter n'importe quelle voiture. Ils n'arrivent pas à passer un permis. Parce que c'est exigeant. C'est très exigeant. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un te dit que voilà. Donc, si c'était les gens de professeurs, les enseignants, je veux dire les chirurgiens bracataqués au Cameroun, c'est qu'on coupait ma main. Quand tu as traversé dans toutes ces souffrances-là, tu arrives en Europe. Tu vois les gens avec qui tu marchais. Et bien un autre là, un jour, il est passé à mon boulot, j'étais en tenue, là, je travaillais, il me voit, oui, mais gars, je te vois maintenant sur la toile, tu te plains de Paul Biya. Est-ce que c'est lui le problème? C'est son entourage. Paul Biya vous a fait quoi? Vous croyez que votre camp frère du village, là, c'est lui qui va changer le Cameroun? Un misérable gars, Bassa, que j'ai connu là-bas en bas. Je le regarde comme ça, je dis que, waouh, les gens, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Je préférais même encore que tu me dises que non, tu es avec Cabral. Bête à même encore que tu me dises que tu es pour Cabral.
Il dit comment nous on s'attaque. Pourquoi à Paul Biya? Paul Biya n'a rien fait, c'est son entourage. J'ai regardé le gars comme ça. Pitié. Pitié. Quand je vois, j'ai encore l'image de ce salopard quand on était là-bas à Fès. Quand on était au wagon à Fès. Misérable. Tu le vois comme ça, tout mince comme ça, il ressemble à rien. Il était tout là, il pleurait. Tous ces trucs, il était tout en train de pleurer. Putain. Il y a un autre là qui m'a vu un jour, j'étais à Bilbao. Un jour là, on s'est retrouvé à... Il m'a vu, c'était où là? Un gars qu'on était à Bilbao ensemble, il est même devenu fou aujourd'hui. Et quand on était entré à l'époque, il était sorti d'une autre ville là. On l'appelait Njimofen. Ou qu'est-ce qu'il est même devenu même? Oh, vraiment de dehors. On était ensemble à l'époque. Quand il venait même à Fès, il dormait dans mon bunker. Avant qu'on ne sorte de là, il est parti Boza en Nador. Un moment, on entend seulement qu'il est en Grande Espagne. Il est parti. Et moi, quand il est Boza, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, on se retrouve à Bilbao. Il avait des pertes de mémoire. Il avait un problème psychologique, psychiatrique, je ne sais plus trop quoi. Le gars a retrouvé sa lucidité ou qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Un jour, il vient et voit mon messenger. Il voit Njimofen, Césaire. Pourquoi il vient m'écrire? Il m'écrit pourquoi? Il vient m'insulter inbox. Feignant comme ça. Vous prenez quoi Paul Biya? C'est son entourage. Vous croyez que vous partez où? Vous critiquez Paul Biya pourquoi? Aventurier. J'ai dit que ne me mêlez pas souvent à la racaille. C'est là que j'ai compris que non. Les aventuriers plus dangereux que eux, ça n'existe pas. Ouais, les Ahmed Kamé, ancien Bozaïe. Du Kamé, ancien Bozaïe. Amot, lui-même président Amot, ancien Bozaïe. Ils sont tous pour Paul Biya. Je vais citer qui les est qui ici là. Ils sont nombreux. Vous comprenez? Ceux même qui vivent en Europe et qui voient ici comment les choses comment ça se passe. Comment c'est beau. Comment les gens sont patriotes. Comment les gens ont construit leur pays. Comment les gens se sont battus pour changer les choses. Ils se sont battus jusqu'au bout. Pour que les choses changent. Ils ont construit un paradis pour eux, pour leurs propres enfants. Ils ont construit en se disant, nos enfants qui vont venir dans 50, il va falloir qu'ils trouvent un pays prospère. Pour pouvoir s'y épanouir. Vous avez les nôtres qui pensent que quelqu'un qui en 43 ans a détruit le Cameroun est la solution pour 7 ans de plus. Donc, il aura 100 ans, dont 50 au pouvoir. C'est incroyable. Hein? Et il y a des gens qui défendent ça. Et surtout ceux qui n'ont rien à manger. Je comprends que un milliardaire qui a fait fortune, n'est-ce pas, en faisant des marchés publics avec le gouvernement et tout ça, oui, je comprends. Je comprends qu'un ministre, un directeur ou je ne sais pas qui, que tous ces gens-là défendent leurs intérêts. Parce qu'ils savent que si le système s'écroule, leurs intérêts vont aussi s'écrouler avec. Je comprends. Mais vous avez des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui ne peuvent pas se soigner. Tu fais l'accident, tu arrives à l'entrée de l'hôpital, on te jette là à l'entrée, on demande une caution. Il n'y a pas de caution, on te laisse mourir. Les gens n'ont plus de cœur. Les gens se lèvent même pour faire des métiers qu'ils n'aiment pas. En France, tu n'aimes pas un métier, tu changes. Tu vas faire ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. Tu fais tel métier, ça ne te plaît pas. Chaque année, il y a dans ton compte une somme d'argent que l'État verse. Compte professionnel de formation. Ils appellent ça ici le CPF. Un jour, tu vois que bon, agent de sécurité, ça ne me plaît plus. Ou bien, je ne sais pas. Il y a des gens, hein, même des anciens avocats. Hein, il y a des gens, anciens avocats, ils te disent, bon, ce métier, ça ne me plaît plus. Je veux devenir chauffeur camion. Tu vas seulement dans le compte là, tu reconvertis ça, on finance ta formation. Demain, tu deviens chauffeur camion. Un chauffeur camion peut-être qui a roulé 10 ans, après il n'a plus envie de rouler, il n'a plus... Bon, je vais devenir quoi? Je ne sais pas. Je vais faire une formation pour être aide-soignant ou je ne sais pas, être infirmier. Tu vas, tu passes ton concours, il y a tout, il y a tout. C'est pas comme...
nous avons suffisamment de moyens pour faire la même chose chez nous. Laissons encore la France parce que le niveau est trop high. Revenons encore en Afrique. Regardez comment ça évolue en Angola. Regardez comment ça évolue en Guinée équatoriale, à 0 pas de nous. Qui pouvait imaginer? Des Camerounais aventuriers en Guinée équatoriale se font chasser comme des pestiférés. On les prend, on jette à la frontière. Bien ne dit rien. La Guinée équatoriale ne représente même pas une simple région de notre pays. Petit comme ça. Regardez ce qu'ils ont fait de leur pays. Vous imaginez? Vous imaginez ce qu'ils ont fait de leur pays? La Guinée équatoriale. De tout mon parcours de beaux ailleurs, je n'ai jamais vu un équato-guinéen que non, il va aller en Belgique, il passe par la route. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas vu un Angolais. Même quand tu vois quelqu'un qui t'invente une histoire qu'il est Angolais, non, c'est des Congolais qui prennent beaucoup là, qui se passent, ils se font passer pour des Angolais. Oh, l'Angola a connu 30 ans de guerre. 30 ans de guerre. Allez voir l'Angola aujourd'hui, l'Éthiopie. J'ai vu un seul Éthiopien dans mon parcours. Un seul Éthiopien là-bas quand j'étais du côté de... Et il y a longtemps. Donc imaginez. Un Éthiopien là, oh je ne sais même plus comment il s'appelait. L'aventure quand même, il y a de ces choses. Hein. Il était venu, il nous a trouvé, on était à Gorogo. Donc c'est une montagne en face de l'enclave espagnole de Melilla. Il nous dit, mais attendez, what are you doing here? Nous on dit qu'on cherche la route pour entrer en Europe. Il dit que, mais voilà l'Europe devant vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous attendez en forêt ici, 1 an et demi, vous courez tous les jours avec des policiers marocains, des choses comme ça. Mais c'est tellement facile. Nous on dit, mais attends, comment ça c'est facile? Il me dit, mais oui, vous allez là-bas, vous nagez, vous entrez. Parce que là-bas, il y a une branche comme ça, un bras de mer, il y a un endroit, il y a une petite cale et tout ça. Bon, si tu es un bon nageur, mais il y avait des gars qui étaient partis là-bas, ils sont morts. Ça a découragé beaucoup de gens. Il y avait les survivants, c'était les qui, Chef Bangante, il y avait Clapéton, il y avait encore qui là. On a même un ami ici là, on l'appelle comment encore là. Son petit frère était mort là-bas, jumeau. Il était parti là-bas à la déviation. À la déviation, il était mort là-bas. Jumeau. Son petit frère, il était parti avec les gars là, ils ont nagé. Ils étaient déjà à côté. Beaucoup là, c'était découragé que non, ils ne partaient pas eux là-bas. L'Éthiopien là arrivé, il nous a dit un matin, ce soir si moi je pars. Nous on croyait que c'était les blagues. Hein. Le lendemain, on l'a vu Amélie là, assis à côté de son plat en train de déjeuner. C'était un nageur, Mami Wata. Un nageur. Quand il dit nageur, les vrais nageurs. Pas les gars qu'on appelait les capitaines. Les trucs de l'aventure. Souvent quand j'y pense, j'éclate de rire. Il y avait les gars chez nous qui sont des gars Douala. Donc quand il vient là, il te sort Mbanae. Hein, quand il te sort derrière le Mbanae, tout le monde est convaincu. Ouh, gars, c'est un capitaine. On le prend dans notre zodiac, donc il a sa place, il ne paye rien. On lui donne encore même l'argent. Parce qu'on dit qu'il sort du bruit. Donc... ah, les choses des aventuriers. On dit que gars, c'est un Sawa. On te dit que les gars Sawa maîtrisent l'eau, ils connaissent nager. C'est un aventurier, c'est un gars que c'est un capitaine. Mais de l'or. Le gars, on lui donne son argent d'abord, il prend la place de quelqu'un qui pouvait payer 1000 dirhams, disons l'équivalent de 100 €. Il part d'abord comme ça, il prend tout. On dit que gars, c'est les gars Sawa. Donc ils étaient très très recherchés là-bas à l'époque. Parce qu'on dit que c'est les capitaines, les gars sortent du Vouri. Bon, parmi eux, il y avait les gars qui étaient vraiment bons. Hein, qui te prend un zodiac comme ça, là, il te tire ça jusqu'à... Il y avait les gars parmi eux qui étaient très bons. Mais il y avait d'autres aussi que c'était les imposteurs. Il te dit qu'il connaît nager. Lui-même, il arrive le jour là, il se noie même le premier. Nous, on crie dedans qu'il s'est noyé, sauvé. On dit que sauvez-le. Sauvez-le. Alors qu'il est le capitaine. C'est lui qui est censé nager pour récupérer les autres et les ramener dans le zodiac. C'est encore lui-même qui est en train de se noyer. Ah, les choses de l'aventure. Il dit que l'Éthiopien là était arrivé le même jour. Quelques jours après, il nous a dit... En fait, il sentait qu'à un moment, il voulait même passer du temps avec nous. Parce qu'il nous disait qu'il n'a jamais vu des Africains...
d'Afrique centrale, des pays comme ça, il n'avait jamais eu l'occasion de les rencontrer, quoi. Du coup, il posait beaucoup de questions, il voulait savoir comment ça se passe chez nous. Il posait beaucoup de questions même. Et on est resté, on a partagé, on a passé de très très beaux moments là-bas. Bon, quand je dis des beaux moments, en tant qu'aventurier, il y en a très peu. Hein. Et quelques temps après, il est lui parti. Il est allé juste là-bas comme ça, tac, 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 il a nagé en sous-marin. Avant même que les lasers ne commencent à bouger pour détecter que, oh, on commence à crier, il était déjà au camp depuis. Il était déjà au camp. Vous voyez? C'est ça au final. Avoir un pays, salut mon frère, Wemeni. C'est ça au final, avoir des gens qui comptent sur les autres, des pauvres Camerounais qui se disent, ah, on compte sur nos frères. Les frères là, eux-mêmes, ceux qui on compte là, sont eux-mêmes les premiers fainéants. Quand tu as vécu en Occident, tu as vu quand même beaucoup de choses. Si on te dit aujourd'hui, va faire un bar au Cameroun, puisque tu as vécu, tu es entré dans des vrais bars en Occident. Quand tu vas aller construire un bar au Cameroun, ou je ne sais pas, un restaurant, tu ne vas pas, bon, parlons du restaurant, parce que les bars au Cameroun, ne laisse tomber, parlons du restaurant. Tu ne vas pas construire un restaurant comme un villageois, quelqu'un qui est né, qui a grandi là-bas, un blédard qui n'a jamais vu l'extérieur. Tu vas revenir quand même avec des idées fraîches, des idées nouvelles, une architecture quand même, quelque chose de beau, de flambant neuf, voilà, de flamboyant, de trucs, de confortable et tout. Parce que tu te dis, bon, j'étais en France, il n'y a que ça que j'ai vu là-bas. Si tu veux faire une petite rôtisserie de poulet ou je ne sais pas quoi, tu vas quand même nous faire un truc qui est potable, qui est propre. Parce que tu as connu ça ici. Mais si vous avez des gens eux-mêmes qui vivent ici, qui vous donnent des leçons de quoi je suis benguiste et qui arrivent au Cameroun, qui vont faire exactement, parfois même pire. Tu épargnes ton argent ici, c'est toi qui vas entrer au Cameroun dans les affaires de corruption. Corrompre des commissaires, corrompre des gens, pour mettre en cellule telle personne pour ton plaisir. Tu es chez toi, tu ris, tu manges tes pop-corn, tu bois, tu es content. J'ai mis tel en cellule parce qu'il y a des relations au Cameroun. Vous croyez qu'avec ça, vous aidez votre pays? Vous croyez qu'avec ça, le Cameroun va se développer? Vous vous rendez compte à quel point c'est triste? Merci de m'avoir accompagné pendant tout ce trajet. J'espère que je vous ai également bien entretenu avec un live que j'ose croire intéressant. J'espère que vous avez partagé. Si ce n'est pas encore le cas, partagez. N'oubliez pas, partagez massivement le direct. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que vous avez, n'est-ce pas, aimé. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbumbon, notable que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Très bonne journée à vous.